Dans cette partie, on va montrer que la théorie du premier ordre qu'on a introduit est plutôt naturelle et permet de définir des objets mathématiques que vous pouvez connaître ou pas et parler de mathématiques. Alors, c'est des exemples de théorie du premier ordre. Donc, on va prendre quelques exemples, par exemple les graphes, et voir que tout ça, ça peut se formaliser avec la logique, les groupes, les corps, etc. Et à vrai dire, c'est pour vous convaincre qu'on peut bien formaliser avec cela les mathématiques, et c'est ce que vous avez fait en fait à l'université ou en classe préparatoire, jusque-là, sans vous poser de questions. Donc, par exemple, un graphe. Pour un logicien, un graphe, c'est rien d'autre qu'un modèle d'une théorie sur une signature où j'ai un seul symbole de relation binaire. L'idée étant que ce R de XY code le fait qu'il y a une arête entre X et Y. Donc, si je fais ça, a priori, ça veut dire que mon graphe n'est pas orienté. Il peut y avoir une arête de X vers Y sans qu'il y en ait de Y vers X. Si je veux un graphe orienté, il faut que j'ajoute l'axiome, l'unique axiome, le seul axiome qui dit que si j'ai une arête de X vers Y, j'en ai une d'Y vers X et réciproquement. On aurait aussi pu utiliser une application dans cette formule. Donc un graphe, ça peut se voir comme un modèle d'une certaine théorie. Et par exemple, là j'ai deux graphes, donc un premier graphe ici et un second graphe ici. Je m'autorise une signature donc avec un symbole binaire R pour coder mon graphe, un symbole d'égalité. Je vais souvent partir du principe que j'ai l'égalité. Donc cet exemple de formule, il existe X tel que pour tout Y, X n'est pas égal à Y et on a ce qui implique R de XY. C'est satisfait sur le premier graphe mais pas sur le second. Parce que la sémantique, c'est fait pour, c'est dire qu'il y a un sommet X tel que pour tout autre sommet, il y a une arête de X vers Y. Donc là, c'est le cas, je peux évaluer X en ce sommet qui est bien relié à tous les autres. Et ici, quelle que soit la valeur possible de X, je ne peux pas trouver un sommet Y tel qu'il y a une arête de X vers Y pour tout Y. En particulier, si je prends X qui est ce sommet, par exemple, il n'est pas relié à celui-là. Bon, tout ça, c'est fait pour que la sémantique et la syntaxe correspondent à ce à quoi on s'attend. Alors, la logique du premier ordre est très naturelle pour parler d'objets comme les graphes, etc. C'est parfois un tout petit peu subtil, par exemple, et il faut faire attention au concept. Donc sur cette signature, puisque j'ai l'égalité et un symbole de relation seulement, finalement, si je reviens à mes concepts, il n'y a pas de terme. Je n'ai pas moyen de construire de terme, puisqu'il n'y a pas de symbole de fonction. Si je veux parler de graphe, un autre exemple, donc on va considérer la signature où j'ai trois symboles de constante A, B, C et donc un symbole R pour coder le graphe. Alors il faut, si je veux coder ce graphe qui est un triangle, donc c'est une façon de faire, c'est de dire que j'ai R de AB, R de BC et R de AC. Donc j'ai utilisé le fait que j'avais trois constantes A, B, C pour coder par des constantes mes sommets et décrire ce graphe par cette formule. Alors, il faut faire attention à ce qu'on arrive à écrire et ce qu'on écrit avec une formule donnée. Donc, par exemple, effectivement, si on se donne cette formule, ça décrit un triangle. Mais pas seulement. Le triangle est un modèle de cette formule, mais ça, c'est aussi un modèle de cette formule, parce que j'ai bien une façon d'interpréter A, B, C, telle que j'ai ces relations-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement dans le domaine une interprétation de A, de B, de C.
Et par ailleurs, si j'écris R de A, B, C, R, et C, enfin uniquement cette formule-là, rien ne me dit que l'interprétation de A, de B et C sont distinctes. Donc il faudrait, si je veux décrire un objet comme celui-là, et qui ne soit pas dégénéré, je peux avoir envie d'écrire que A n'est pas égal à B, enfin non A égale B, que non B égale C, etc. Donc il faut faire attention à ce qu'on arrive à écrire, à ce qu'on n'arrive pas à écrire avec la signature et la logique du premier ordre. Et à vrai dire, c'est l'incarnation de phénomènes qu'on va voir et utiliser dans les théorèmes qui viennent. Donc là, aujourd'hui, on va parler de complétude, mais quand on commencera à parler d'incomplétude, c'est précisément sur le fait qu'on n'arrive pas à décrire certaines classes de modèles par des formules de la logique du premier ordre. Donc, un autre exemple, les groupes, la théorie des groupes. Donc, je suppose que vous avez vu en mathématiques la théorie des groupes. Donc, on vous a présenté ça en disant c'est un ensemble sur lequel on a une opération binaire qui est associative avec un élément neutre, tel que tout élément a un inverse. Enfin, c'est ce qu'on appelle un groupe. Alors, pour un logicien, un groupe, c'est un modèle de formules qui veulent dire ses propriétés. Donc là, j'en ai écrit 2, mais j'aurais pu en écrire 3, parce que j'ai en fait écrit avec la main une seule formule, le fait que tout y a un élément neutre et que tout élément possède un inverse. Et donc la première dit que c'est une loi associative. Donc finalement, la logique du premier ordre permet bien de définir des groupes. Je suis en train de dire que c'est simplement un groupe, un modèle de cette théorie qui est construite avec la signature, avec le symbole d'égalité d'arité 2 et un symbole de fonction qui est la loi du groupe d'arité 2. Alors, en fait, il y a une petite subtilité, c'est que si j'écris simplement ça, je ne définis pas nécessairement un groupe comme on s'y attend, parce que, en fait, si je veux vraiment parler de groupe, je suis en train de sous-entendre que l'égalité, c'est bien l'égalité. Donc oui, je suppose ici que c'est un modèle égalitaire. Donc je suppose que l'égalité correspond à l'égalité. Donc un modèle égalitaire, c'est dans lequel où l'interprétation et la sémantique de l'égalité, c'est l'égalité. Si vous ne voulez pas faire cette hypothèse sémantique que l'égalité, c'est l'égalité, et vous voulez l'imposer, une autre façon de faire, ce serait d'imposer des axiomes qui sont des axiomes de l'égalité, qui dit que l'égalité est une relation d'équivalence, quelque chose de réflexif, symétrique et transitif, et qui est préservé par les opérations et les relations. Je vous invite à voir dans le polycopier cette discussion. Bon, j'ai pas envie de parler de modèle égalitaire dans ces transparents. Alors, on peut faire ça pour d'autres modèles, donc les corps, la théorie des corps. Un corps, alors je ne sais pas pourquoi j'ai choisi dans ce transparent de vous parler de corps commutatifs. Vous savez qu'il y a des corps qui ne sont pas commutatifs. Donc un exemple de corps, c'est les rationnels, par exemple, ou les réels. Et ce qu'on appelle un corps, c'est un modèle égalitaire qui satisfait un certain nombre d'axiomes. Donc là, j'en ai listé 13 qui donnent des propriétés des opérations du corps. Donc par exemple, ici, le fait que j'ai un groupe additif pour la première opération, et donc que c'est associatif et commutatif, etc. Bon, alors soit vous avez déjà, vous connaissez la théorie de corps, je pense que c'est le cas pour tout le monde, sinon vous pouvez dire que c'est rien d'autre qu'un modèle. Donc c'est un corps, ça peut se décrire avec la logique du premier. Et à vrai dire, beaucoup d'objets que vous avez définis jusque-là peuvent se définir avec la logique du premier ordre. Et cette partie était simplement pour vous convaincre que tout ça, finalement, est très naturel. Et voilà. Donc, une fois qu'on a défini des corps, on peut chercher à définir d'autres objets que vous avez pu voir. Si on vous a parlé de corps, on vous a probablement parlé de corps de caractéristique P. Donc, dire qu'un corps est caractéristique P, ça veut dire que vous ajoutez une formule qui dit que si j'ajoute 1, je fais 1 plus 1 en répétant n fois le 1, eh bien je vais tomber sur 0. Donc en ajoutant la formule fp, je suis en train de dire que mon corps est caractéristique p.
Si je veux parler d'un corps de caractéristiques nulles, c'est en fait les axiomes d'un corps plus le fait qu'il n'ait pas de caractéristique 2, il n'ait pas de caractéristique 3, etc. Il n'est pas de caractéristique P pour tout P non premier. Donc là, j'ai une théorie infinie, dénombrable, dans le sens où j'ai j'ai autant d'axiomes que précédemment, c'est-à-dire 13, plus autant que de nombres premiers. Mais c'est bien une théorie, et un modèle de la théorie que j'obtiens, c'est bien un corps de caractère 0. Bon, alors si je veux parler d'un corps algébriquement clos, donc par exemple, C est un corps algébriquement clos, et je dois écrire que tout polynôme possède une racine. Donc une façon de faire, c'est d'ajouter une famille de formules. En fait, j'ai une formule pour tous les degrés possibles des polynômes, CGN, et la formule n, elle dit qu'en fait, si j'ai un polynôme de degré n, il possède une racine. En fait, je suis en train de dire que pour n'importe quelle valeur des coefficients de ce polynôme, il y a une racine. Donc voilà. Ou je vous ferai grâce de vous dire ce que c'est que x au carré et x puissance n. X au carré, c'est x fois x, etc. Donc, en prenant les 13 formules précédentes et en ajoutant chacune de ces formules, on a un corps algébriquement clos et je peux effectivement définir les corps algébriquement clos avec de la logique. Et donc, exercice, définir ce que c'est qu'un corps réel clos. Alors, je ne sais pas si on vous a défini ce concept, mais ça correspond aussi à une théorie du calcul des prédicats et vous allez jouer en petite classe ou si vous traitez cette question, à montrer que c'est un exemple de théorie des prédicats. Donc un corps réel clos, c'est un corps totalement ordonné, tel que tout élément positif soit un carré, et tel que tout polynôme de degré impair à coefficient dans le corps et au moins une racine dans ce corps. Alors ça s'appelle comme ça parce que c'est typiquement le cas des réels qui vérifient cette propriété. Alors, il y a plein d'autres caractérisations, mais celle-là permet de l'écrire avec de la logique. Donc c'est encore un objet qu'on peut définir avec la logique du premier ordre.